Zantier Podcast, à la découverte de ceux qui font bouger le Niger. Zantier Podcast. Zantier Podcast. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Zantier Podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune activiste qui travaille pour apporter des changements positifs dans notre société. Dans cette discussion, nous allons explorer le thème de l'activisme chez les jeunes et comment les jeunes peuvent se lancer dans l'action pour faire une différence dans leur communauté et au-delà. Nous allons également discuter des défis que les jeunes activistes peuvent rencontrer et des stratégies pour surmonter ces obstacles. Nous sommes ravis d'accueillir Nassirou Bodo et d'avoir cette conversation inspirante sur le pouvoir de la jeunesse dans le changement social. Alors, préparez-vous à être inspiré et motivé par notre invité et ses expériences. Nassirou, bonjour. Bonjour, Islama. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça doit faire longtemps qu'on ne s'est pas vu. Très longtemps. Tu es devenu un patron, c'est normal. Non, je me cherche. On se cherche tous. Bon, disons que les pays même se cherchent. Ah bon? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter de façon succincte? Parce que bon, c'est pas tout le monde qui te Non, connaît. je m'appelle Nassirou Bodo, comme tu l'as dit. Je suis juriste de formation, essayiste. J'ai tenté d'écrire, j'ai pu écrire un petit livre intitulé Niger, mes convictions sur une nation égarée. Et actuellement, je suis membre d'un mouvement politique indépendant qu'on appelle Mouvement Tous pour la République, TPLR, Al-Qibla, la nouvelle orientation politique. Et dont je suis actuellement le chargé à la communication du comité exécutif du directoire du mouvement. Voilà, succinctement. Alors, si tu dois définir l'activisme, comment est-ce que tu le définirais? Bon, l'activisme pour moi, c'est vivre utilement. Oui, vivre utilement parce que bon, tout activisme en principe, en tout cas surtout le nôtre, doit porter sur un idéal ou des idéaux qui en principe doivent être à tous profitables. Ça veut dire que ça exclut de fait l'égoïsme, la défense des intérêts personnels ou des groupes. Donc pour moi, l'activisme, c'est vivre utilement pour sa communauté, pour sa société, pour ses semblables, pour son pays, sa patrie. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai défini l'activisme, qu'il soit, bon, l'activisme militant surtout. Ça peut être politique, ça peut être syndical, ça peut être artistique. Voilà, mais toujours est-il que ça doit porter sur un idéal qui doit servir tout le monde. On s'est connus au collège, n'est-ce pas? Oui, au CS Lazare, précisément. Oui. Et depuis, je pense que j'ai un mémoire. Depuis qu'on s'est connus, tu étais dedans, tu étais dans l'activisme. Oui, au niveau scolaire, à l'époque, voilà, avec plus ou moins le comportement d'adolescents qui s'y est à l'époque. Mais vous nous avez dirigé quand même. C'est Oui. comme ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on dit. Oui, mais on croyait à des choses. Ce n'est pas parce qu'on était adolescent qu'il n'y avait pas de causes à défendre. C'était les causes qu'on défendait, les causes communes au niveau scolaire, justement. C'était pas de la prébande. Non, pas du tout. Moi, les questions de prébande, je les ai découvertes à l'université. Oui, parce qu'à l'époque, on était adolescents et il y avait beaucoup plus la fougue. Oui. Et les gens L'envie étaient de beaucoup servir à plus quelque sincères. chose. Voilà. L'envie d'être utile. Oui, d'être de se utile. dire, oui, je sers à quelque chose, Voilà, je suis d'être devant. au devant de la scène et de montrer ce qu'on vaut dans un combat qui concerne le commun. À quel moment est-ce que tu t'es dit, ouais, là, je vais devenir activiste? Bon, est-ce que c'est une décision? Moi, je pense que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça. Hein. En tout cas, de mon point de vue, et partant de ma propre expérience, pour moi, ça a été beaucoup plus naturel, si tu veux. Naturel dans le sens où, de ma tendre adolescence, moi j'y étais déjà dedans, parce qu'effectivement, c'est ça aussi la richesse de grandir dans un quartier populaire. Parce que, bon, moi j'ai grandi à Kouartri, je ne suis pas grandi à Lazare, mais je connaissais les deux quartiers en effet, puisque je faisais mon collège aussi. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de collège au Oui, Kouartri. voilà, il a fallu 2004
pour qu'on ouvre le collège et on est revenu faire la 3e ici, décrocher nos BEPC et retourner encore à l'âge pour faire le lycée. Le lycée, la seconde particulièrement. Parce qu'après j'ai continué ailleurs. Et donc comme je le disais, pour nous, c'était vraiment naturel. Parce que quand tu grandis dans un quartier populaire, tu fais face dès ta tendre enfance à beaucoup de défis. C'est-à-dire que tu n'as pas la même enfance que les enfants qui grandissent, si tu veux, dans des quartiers de résidence où c'est les bourgeois qui y vivent. Et là-bas, tout y est. Il y a les PlayStation et tout. Nous, on a grandi dans un quartier périphérique. Et vous avez grandi avec quoi, à défaut d'avoir les PlayStation? Oui, on n'avait pas les PlayStation, mais on avait des jeux très originaux, comme Langa, comme Bougabous, et puis le foot, qui est quand même un sport populaire. Donc, on jouait au foot. On faisait la lutte traditionnelle, et on faisait Touga cache-cache, le jeu de cache-cache. Et avec le temps, on a découvert les Sega. Nous, on n'avait pas les PlayStation, mais on avait les Sega et les Nintendo. Voilà, donc pour nous, comme je te l'ai dit, c'est tout à fait naturel, parce que quand tu grandis dans un quartier où il y a tellement de besoins, où il y a tellement de problèmes, donc tu ouvres les yeux sur ces défis-là. Tu cherches à les solutionner. Voilà, donc tu n'as plus le temps. Nous, concrètement, on a eu un petit temps pour l'insouciance, l'indifférence, le bonheur pur. Et après, les yeux se sont ouverts sur des défis à relever. Donc, très tôt, on s'était engagé. Et voilà, parce que même le CG Kwartagi est devenu aujourd'hui CS Biramou, Ali Amadou. Et c'était, si tu veux, le fruit de notre agitation, que nous appelons combat. Parce que quand on était au CS Lazare, vous voyez, il y avait de la moquerie. Mais vous venez aussi quelque part avec l'intention de nous diriger quelque part en se disant oui, on doit prendre le pouvoir. Pour CS Lazare? Oui. Non, loin de là. Parce que la majorité de ceux qui avaient fréquenté Lazare, c'est-à-dire ceux qui viennent de Kwartagi, ce n'est pas tous qui avaient fini en syndicat. Nous étions vraiment... Mais il y avait ceux qui avaient quand même cette ambition de finir syndicaliste. Certains d'entre nous ont pu occuper des postes, certains d'autres non. Mais quand même, on était présents. Du point de vue même académique, moi je me rappelle que dans chaque classe, il y a un premier qui vient de Lazare ou de Citékes, le deuxième il vient de Kwartagi, ou s'il y a un gars de Kwartagi qui vient premier dans une classe. Bon, c'est ainsi de suite. Même du point de vue académique, on était trop présents. On n'était pas que des syndicalistes. C'était aussi des gens qui étaient sérieux. Bon, je n'en faisais pas partie naturellement. Mais bon. Tu n'étais pas sérieux. Bon, au vie... Tu étais un agitateur, tu étais considéré comme un agitateur. Voilà, par ceux qui estimaient que le syndicalisme c'était de la voyoucratie. Alors tu disais tout à l'heure que le nom du CS actuel, Kwartagi, est le fruit de votre combat. Oui, parce que nous moi personnellement j'avais siégé dans un comité de réflexion qui était censé... Ici à Kwartagi même. Oui, qui était censé, si tu veux, compter le nombre d'élèves de Kwartagi à Lazare. Parce que après que les adultes du quartier ou du village avaient formulé la demande d'avoir un collège, et on leur a demandé l'effectif. C'est-à-dire ceux qui partaient de Kwartagi pour aller étudier à Lazare étaient au nombre de combien? Parce qu'il fallait un certain nombre pour envisager un collège. Et donc nous, on était à ce moment les leaders qui s'étaient occupés de recenser les élèves qui étaient dans les différentes classes. Et au CS Lazare, je me rappelle, on a trouvé à peu près 400. En tout cas, ça tournait entre 300 et 400 élèves. Et on a fait la liste, on a pu déposer. Et partant de là, on s'est engagé dans un mouvement de pression pour que le collège voie le jour. Parce que je me rappelle encore qu'il n'y avait même pas de l'espace. L'espace n'était pas dégagé. Les gens ont colmaté des hangars comme ça, de la 6e à la 3e, à côté des cases de nos parents. Parce que par exemple, quand il y a des bébés qui pleuraient, nous en classe, on entendait, puisqu'on était carrément collés aux cases des gens. Donc voilà, et avec le temps, il y a eu de l'espace, on a eu un terrain de l'éducation physique et sportive. Ainsi de suite, aujourd'hui, c'est un grand établissement qui compte plus de 3000 élèves. À l'époque, c'était quoi les défis à Kwartagi? À l'époque, nous, parce que le quartier est plus âgé que nous, il y avait eu d'abord un défi de l'eau potable.
l'eau potable. Moi, on a appris des témoignages des anciens que le premier défi était d'abord de trouver où c'est recasé. Déjà, quand ça n'était chargé, après les avoir déguerpis de la place des stades actuels. Quand les gens étaient venus ici, on les a casés. Mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, puisque rien n'a été préparé à cet effet. Et donc, c'était des citernes qui amenaient de l'eau. C'était tellement compliqué, selon les témoignages des anciens, tellement compliqué. Et bon, au fil du temps, des projets ont pu ouvrir les forages jusqu'à 5 ou 6 forages, je crois. Et voilà, ça, ce n'était pas notre défi à nous. Mais nous, notre défi, c'était plutôt l'électricité, par exemple. L'électricité était un défi. Bon, pas qu'un défi pour nous, parce qu'on était encore enfants. Mais voilà, c'était un défi pour le quartier de façon générale ou pour le village. Et l'eau est restée quand même un défi parce qu'il y a des grandes distances entre les forages. On n'avait pas l'eau de la Seine. Et le quartier s'agrandissait au fur et à mesure. Oui, c'était agrandi de façon vraiment... Parce qu'entre-temps, il y a eu aussi les connexions avec l'espace vide qui était entre Lazare et Kouartegui. Il y a Danzamouara, il y a Bossé-Bongou. En tout cas, les environnants aussi avaient le même défi. Il y avait le défi sur le plan sanitaire. Parce que vous savez, on avait un tout petit... Je ne sais pas comment on l'appelait. Avant, c'était un dispensaire, ce n'était pas un CSI. Peut-être une case de santé, peut-être. Voilà. Non, nous, on appelle ça dispensaire. Okay. Et c'était public quand même. C'était public et c'était beaucoup plus, si tu veux, ça servait beaucoup plus que maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les gens se plaignaient beaucoup moins avant que maintenant. Ah oui? Peut-être parce que aussi, quand même, le quartier est devenu plus grand et que peut-être le centre à lui seul ne suffit plus. Oui, c'est possible et cela met à nu aussi le manque de... C'est-à-dire les projets politiques n'ont pas suivi l'accroissement de la population de façon globale, quoi. Ok. Alors, dis-nous, au milieu de tout ça, là, qu'est-ce qui t'a inspiré à t'engager? À m'engager d'abord en syndicat ou quoi? À devenir activiste. Oui, bon, parce que mon activisme actuel, il faut le placer sous l'approche politique. Je suis activiste politique. Mais avant d'être activiste politique, quand même... Oui, j'ai milité aux côtés des gens de la société civile, notamment les vétérans. Parce qu'effectivement, je me dis... Oui, les vétérans que Qu'est-ce que tu appelles vétérans? Les Nouarzika, c'est-à-dire les gens qui nous ont ouvert les yeux sur ce que c'est que la société civile, sur ce que c'est que défendre des causes communes de la société. Et tu vois, à partir de là, nous aussi, on participait aux manifestations et tout, parce qu'on estimait qu'on venait des quartiers qui avaient aussi des soucis similaires, sinon identiques, par rapport aux revendications globales. Donc, on participait tout naturellement à ces manifestations et à ces combats citoyens. Mais toi, c'était quoi le sujet le plus important qui te tenait à cœur? Personnellement, pour quelqu'un qui vient quand même d'un quartier assez défavorisé, d'un quartier populaire, d'un quartier périphérique. Oui, personnellement, bon, c'est un ensemble d'éléments. Hein. C'est pas comme s'il y a un seul élément qui motive. Mais la situation globale, comme tu l'as dit, quartier défavorisé, c'est assez motivant pour s'engager, soit politiquement, soit socialement, pour essayer d'apporter quand même des solutions. Mais nous, aujourd'hui, le cadre dans lequel on évolue, ça ne permet pas forcément d'apporter des solutions puisqu'on n'a pas le pouvoir de décision. Mais on peut s'organiser, on organise des petites activités de sensibilisation, de salubrité, de tout ce qui relève de notre pouvoir parce qu'on ne peut pas remplacer les politiques publiques. On ne peut pas jouer le rôle du maire. Et donc, on s'est engagé en politique effectivement parce qu'on estime aussi que quand on est soucié de ces situations, quand on a l'ambition d'apporter des solutions, il faut chercher le pouvoir de décision. Parce que là, quand tu as le pouvoir de décision, tu as le budget, tu as les marges de manœuvre pour pouvoir élaborer des politiques publiques et les mettre en œuvre avec l'objectif effectivement de réduire ces souffrances-là et d'apporter des solutions aux problèmes qui font que le quartier est défavorisé, la commune est défavorisée, et la communauté est un peu au niveau national, le pays. Parce que l'engagement politique, au-delà du local, ça s'étend aussi au national. Donc, entre autres, c'est vraiment la situation globale. Mais dans la situation globale, il y a des questions d'ordre éducatif. Parce que l'éducation, on sait tous comment... En tout cas, moi, mon quartier aujourd'hui, il y a des écoles.
qui sont construites en matériaux définitifs. Là, c'est à Salier, mais qui sont bondées d'élèves. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant dans le sens où dans une même classe, tu peux te retrouver avec 80 à 100, sinon plus, d'élèves. Donc ça, c'est un problème. Il y a aussi le problème de lotissement. À chaque temps, à chaque époque, à chaque situation, à chaque contexte, c'est des défis. Oui, forcément. Mais malheureusement pour nous, c'est qu'il y a des défis que certaines générations n'arrivent pas à régler. Donc on les entasse. Et ils s'ajoutent aux défis de notre temps. Donc du coup, ça alourdit un peu les revendications et ça aggrave un peu le Quels travail. sont les défis que nos aînés n'ont pas su solutionner? Bon, pour le quartier ou bien pour le pays? En général. Bon, en général, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, l'éducation reste un défi à relever au Niger. Le cas de la santé, parce qu'il y a même des protocoles qu'on signe pour financer, par exemple, la santé à hauteur de 15% du budget national. Nous sommes loin du compte. Et l'éducation, par exemple, des politiques promettent d'investir jusqu'à 25%, mais on voit que jusque-là, ça gravite autour de 19 à 20%. Et donc, entre autres défis, aujourd'hui, du point de vue, comme tu dis, globalement, il y a aussi le problème d'eau potable qui se pose encore dans certains villages nigériens. Donc, il y a les défis de la couverture en matière d'électricité. Et au-delà même de la couverture, la disponibilité, la question d'autonomie, de souveraineté énergétique, elle se pose aujourd'hui avec acuité, surtout quand on est dans la période de chaleur, et elle se pose. Et elle se pose et elle nous révolte. On le voit. Elle nous révolte. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, on a tout pour être, du point de vue énergie, autonome. Dis-moi, est-ce qu'il est facile d'être activiste? Non, pas du Ici tout. au Niger seulement. Non, pas du tout. Ce n'est pas facile d'être activiste, surtout au Niger. Parce que, vous savez, en tout cas, moi, c'est ça, c'est ma perception des choses. Ailleurs, Surtout quand on est jeune aussi. oui, quand on est jeune, déjà, le fait d'être activiste, c'est renoncer à beaucoup de choses. C'est renoncer à vivre sa vie de jeune. Tout simplement, oui. Parce que, bon, tu te prends la tête, c'est des problèmes qui sont communs. Pendant que d'autres, ils se disent, bon, ils n'ont rien à cirer, ils vont qu'à leurs passions personnelles et ils vivent leur vie. Mais en tant qu'activiste, chaque problème du pays, tu t'en soucies, tu t'en appropries du fait que, bon, tu épouses les causes communes et tu n'as plus ta vie à toi. C'est comme si tu dédies ta vie au combat pour les causes communes. Chaque problème, je te dis, aujourd'hui, nous, on est là, on a des amis qui nous informent sur des situations à Agadez, sur des situations à Difa, sur des situations à Tillabéri, et qu'on s'approprie et porte les revendications. Donc, ça ne vit pas. Ça ne vit pas. Et en plus, il y a les risques de perdre sa liberté. Cela ne vous empêche pas quand même de continuer. Oui, à mais le faire. c'est un sacerdoce, c'est une vocation, si tu veux, c'est un don de soi. Tous ceux que tu vois renoncer à ça, parce qu'ils ont peur d'aller en prison, ou parce qu'ils ont été corrompus, avec de l'argent ou avec des matricules ou tout, c'est parce que même au début, dès au début, ce n'était pas une vocation. Ce n'était pas sincère. C'était peut-être de l'imposture, parce qu'effectivement, quand tu fais ça, tu te fais peut-être une place au soleil, tu seras visible. Et les gens nous reprochent, même nous, les gens nous reprochent, ils passent jusque-là, parce que d'autres ont fait, que nous-mêmes nous faisons ce que nous faisons, parce que nous attendons d'être appelés pour avoir des propositions peut-être. Et si on vous appelle, vous n'allez pas répondre? Bon, en tout cas, on nous a appelés à maintes reprises. Si on devait répondre, on aurait pu répondre depuis très longtemps. On nous a appelés depuis, On vous a appelé pour avec des propositions. Pour vous proposer quoi? Souvent de l'emploi. Et souvent de l'emploi minable, parce qu'il y a certains qui, parce qu'ils n'ont aucun respect pour vous, pour votre profil, pour votre expérience, ils vous proposent carrément de devenir leur internaute. Mais si on vous propose de grands emplois, de grands postes? Non, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une question de vision. Mais ça sert à quoi
d'être derrière pour critiquer alors qu'on t'a donné l'opportunité de venir servir et de venir participer Non, ça, à changer les choses. c'est un faux problème. C'est toujours la question qu'on nous pose. C'est toujours la question qu'on nous pose. Moi, je vais te faire remarquer une chose. Quand on est en politique, on porte un idéal. Si cet idéal-là s'oppose à l'idéal de celui qui t'appelle pour venir travailler avec lui, mais naturellement, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Parce que même lorsque tu vas accepter, on a vu combien de nos aînés et même de nos amis qui sont allés avec cette même mentalité. Bon, c'est l'occasion de changer les choses. Mais ils partent dans le système les engloutit. Et ils deviennent autre chose. Et vous croyez changer le système un jour? Ah, nous, on ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu. On sait que, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous, on nous a recommandé d'être toujours optimistes. Et d'y travailler. Parce qu'il ne sert à rien d'être optimiste et ne pas y travailler. Et donc, nous, on y travaille et on espère, avec ou sans nous, que les choses vont changer forcément. Parce qu'il est de la nature des choses que les choses changent. Forcément. On espère qu'elles vont changer de façon positive. Oui, elles vont même changer. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Que ce soit avec nous ou sans nous. Alors dis-nous, depuis que tu as commencé l'activisme et tout, quels sont les problèmes que tu as eu? Les problèmes? Oui. En permanence, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Il y a au niveau familial, par exemple. Moi, je suis quand même marié, j'ai un enfant. Et certains problèmes, c'est des problèmes d'incompréhension. D'incompréhension par rapport auxquels souvent j'assume la responsabilité parce que il y a l'absence. Le fait de ne pas être à la maison tout le temps? Tout le temps. Et même d'être à la maison et être tout le temps sur le téléphone, par exemple. Alors que tu dois consacrer effectivement du temps à ta famille, ça c'est important. Et souvent on arrive à lever ces incompréhensions, surtout quand tu arrives à convaincre ta partenaire des idéaux que tu défends et qu'elle-même se les approprie. Donc ça va. Mais il faut lui trouver du temps quand même. Non, on a du temps. Maintenant on corrige, on avance, on corrige un peu. Mais si en tout cas tu arrives à la convaincre, elle fait partie désormais de la marche. Okay. Donc le temps là, c'est ensemble que vous allez le vivre dans le combat et dans votre petit amour. Mais maintenant, c'est pour l'enfant maintenant qu'il faut forcément avoir du temps. Forcément, parce que ça va de son équilibre. Ça ne sert à rien de mener un combat dehors. Oui. Quand on oublie la maison. Aussi. Donc ça, c'est déjà ça. Et il y a aussi les menaces, les chantages, les intimidations. Et souvent, par exemple, quand il y a des frères et sœurs qui suivent les médias aussi, les médias sociaux et tout, et qui voient qu'on t'insulte, qu'on te calomnie, qu'on insulte ta famille, tout ça là, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, moi, j'ai eu la chance, j'ai des frères et sœurs qui comprennent. Ils voient que je suis engagé en politique, quelqu'un d'autre il est scientifique, quelqu'un d'autre il est enseignant. Bon, chacun sur son chemin, chacun soutient l'autre dans ce qu'il fait, de bien. Parce que nous, on a la chance, on a même un groupe au niveau de la famille, où même dans ton engagement, on te dit, mais voilà, les limites, les principes de la famille. C'est quoi les limites? Et par exemple, nous, les limites, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Nous, on nous a interdit par exemple, de se réunir, c'est-à-dire, on nous a appris à avoir la dignité. Donc, tu ne peux pas faire comme ce que disent les Hausa, qu'il y a un kalashi. Oui. C'est-à-dire, en toute chose, voilà, en toute chose, on te dit, bon, assure-toi d'être juste. Et de t'assumer. Des conséquences, il y en aura toujours. Même quand tu ne t'engages pas, là, il y en a des conséquences, il y en a. Maintenant, il y a aussi les chantages, les intimidations et peut-être les risques de se retrouver en prison. Intimidation, chantage. Partage une expérience avec nous, une des expériences vécues. Oui, par exemple, c'était en 2017, le 10 avril, il y avait eu l'assassinat d'un étudiant sur le campus. Oui, Bagalé. Moi, j'ai publié ça. J'ai publié ça parce que je venais de tu as publié quoi? Du terrain. J'ai publié qu'il y avait vraiment un étudiant qui était... Tu as fait un message. Voilà. Une publication sur une publication. Et
j'ai eu vraiment une tonne de menaces, de chantage et de tout, d'insultes et tout. Les gens n'y croyaient pas? Oui, n'y croyaient pas. Et les gens ont politisé l'histoire. Parce que pour eux, non, ça ne peut être que quelqu'un. Dans son commentaire, il dit carrément, il est de l'Oumana. Genre, il est de l'opposition. Je n'ai pas répondu. Et avec le temps, sur la question de la revendication de cette justice, nous, on était intraitables. On était permanents sur la question. Il faut qu'il y ait justice. Et par rapport à cette exigence, moi, j'ai même reçu des menaces de mort. Subtilement, quelqu'un t'écrit une box, te dit, ben, écoute, même pas bagarre, même toi, tu peux y perdre ta vie banalement sur le goudron si tu n'arrêtes pas. D'emmerder les gens sur cette question de diable justice. Tu as laissé tomber? Ça veut dire clairement, non, je ne suis pas laissé tomber. On a fait 1 an, 2 ans en train de revendiquer. Mais quand vous revendiquez, l'organisation qui est censée protéger, qui est censée porter la revendication. L'organisation légitime. Voilà, qui est plus légitime que vous en tant qu'individu. Donc, quand elle-même se rétracte, quand elle-même relègue cette revendication-là, voilà, moi je pense qu'avec le temps, comme nous sommes dans un pays où, comme on dit, les problèmes naissent chaque matin, on était contraints d'avancer. Oui, ça fait rire, mais ça fait mal quand même. Quand on dit que les problèmes naissent chaque matin. Chaque matin, on se réveille avec des problèmes à résoudre. Alors que les précédents problèmes ne sont pas encore résolus. Voilà. Donc on ne fait que les entasser. Et c'est peut-être ce qui m'a motivé à dire que nous nous sommes égarés du chemin qu'on devait prendre en tant que pays. Mais au milieu de tous ces problèmes, de tous ces défis, qu'est-ce qui te motive à continuer? L'espoir d'un lendemain meilleur. Je crois fermement. Et je crois qu'on n'a pas le droit de dire à la génération qui va venir qu'on a échoué. Pas qu'on a échoué, on peut échouer. Mais on aura au moins essayé. On aura essayé. Et donc si nous ne voulons pas que les mêmes reproches que nous faisons à nos aînés nous soient faits, il faut que nous nous y mettions. Maintenant, avec le contexte, moi je pense que le pays a toutes les opportunités de sortir même de l'ornière. Au milieu de tous ces combats que tu as menés, est-ce qu'il y a eu des résultats? Bon, des résultats, moi je pense qu'il y en a au niveau surtout mentalité. L'impact est surtout à ce niveau. Il y a beaucoup de jeunes et même d'aînés qui nous voient dans notre engagement, qui nous contactent, qui disent vraiment qu'ils sont d'accord. Et mieux, qu'ils ont compris le message. Et tu vois, convaincre quelqu'un est préférable que de le vaincre. Quand tu convaincs quelqu'un, et nous on a eu une petite expérience, on est allé à des élections en tant que candidat indépendant. On voulait être député, on voulait porter la voix des populations au Parlement, à un niveau de l'agenda officiel. Et les résultats, pour moi, c'est déjà un... Et quels étaient déjà les résultats? Les scores qu'on a fait. Les scores qu'on a fait, pour moi, ça prouve que le travail a eu un impact au niveau de la mentalité. Parce que quand dans un milieu, dans un océan politique totalement corrompu, partir voir une fada de jeunes, partir voir une fada d'anciens, leur dire voilà, moi je vais être député, voilà les idées que j'aimerais défendre. Et ils te disent, nous sommes convaincus, nous sommes d'accord et on votera pour toi. Et des gens qui votent comme ça, sans te demander quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est déjà ça le résultat qu'on doit attendre. C'est déjà ça le travail qu'on doit mener pour que ça atteigne des proportions qui puissent rendre le changement possible. Parce que le score, on l'a fait. C'est positif pour nous, au vu de tout. Mais vous n'avez pas eu les places quand même. On n'a pas eu les places. Mais si on amplifie le travail et que le résultat atteint une certaine proportion favorable au changement, on aura ces places-là. Et d'autres idées vont émerger au Parlement, dans les mairies. Parce qu'on était aussi au municipal avec, dans certaines communes 3. On a fait beaucoup de choses. Mais sur le plan politique, sur le plan du combat pour le changement de mentalité, pour moi, c'est le plus grand résultat. Quand tu arrives à convaincre quelqu'un, non pas à le vaincre, non pas à acheter son adhésion, et non pas à le convaincre sur une base ethnique,
ou d'appartenance raciale, religieuse, non. Tu arrives à les convaincre avec des idées et des projets. Et nous, l'astuce qu'on a eu à mener, et je crois que c'était ça la plus-value qu'on a eu, c'était que on ne partait pas vers les gens avec du prêt à leur faire consommer. Non. C'était du sur-mesure? Non, on partait discuter avec les gens sur des problèmes que les gens eux-mêmes vivent. Et on les reformule pour pouvoir trouver un projet politique qui puisse répondre à ces problèmes-là. Parce que moi, je me rappelle, on était à Kongo-Gourou, c'est un village de la commune 3. On a trouvé un vieillard de 82 ans, nous a-t-il dit, qui était aveugle. C'était une grande famille. On a discuté avec lui, c'était un malvoyant, il ne voyait pas. Et donc, on lui a expliqué, voilà, dans quelle démarche nous sommes. Et il nous a dit, vous aurez ma voix, vous aurez aussi celle de ma famille. Parce que lui, il dit, il ne croit plus à la politique. Et il nous a dit, depuis la mort de Tanja. On lui a demandé. Convaincu. Oui, on lui a demandé pourquoi. Il dit, parce que notre démarche. L'a convaincu. Non, c'est-à-dire on les a considérés. On n'est pas venu pour leur dire, on va vous faire ça. On est venu pour leur dire, mais comment vous voulez que les choses soient pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de votre État que vous financez avec vos impôts? Où est-ce que vous voulez que vos impôts soient orientés? Et il nous a dit, et je me rappelle que c'était un des points de notre projet qu'on appelle contrat parlementaire républicain. C'était une proposition de loi qui va donner un caractère législatif à la mesure gouvernementale du temps de Tanja qui faisait la gratuité des soins aux enfants de 0 à 5 ans et pour la femme en couche qui devait subir la césarienne. Et il nous a dit, mais pourquoi ne pas élargir ça? C'est le vieux qui nous avait dit ça. Pourquoi ne pas élargir ça aux personnes âgées? Tu vois, tout diplômé qu'on est, avec la fougue, on pensait qu'on connaissait tout. Alors que non, toutes ces questions de programmes politiques construits dans des cabinets ne valent rien. Tant qu'ils ne sont pas la traduction des solutions aux problèmes déjà identifiés sur le terrain. Les problèmes réels que les gens vivent. Et il se trouve que tout intellectuel que nous estimons être, c'était déjà une disposition de la Constitution qui imposait à l'État de prendre en charge les personnes âgées. Et vous n'y avez pas forcément pensé? Jamais. Pourtant, on est juriste, on est tout. On n'y avait jamais pensé. Mais parce qu'on est allé discuter avec les concernés, c'est une personne de 82 ans. Et il nous a donné des arguments qu'on a mis dans le projet d'exposé des motifs pour faire la proposition de loi. Parce qu'il nous a dit, entre autres, que nous qui sommes leurs enfants actifs, ou petits-enfants actifs, qui les soutenaient dans la gestion des maladies, hypertension, diabète et toutes les maladies qui vont avec la vieillesse, nous a dit que s'il y avait cette gratuité, ça allait vous soulager. Ça allait nous soulager. Tu vois, même à cet âge, et ils pensent encore à l'avenir. Mais c'est nous qui sommes là, qui sommes actifs, qui sommes pleins d'énergie, qui ne pensons pas à l'avenir, qui ne travaillons pas. Et il nous a dit qu'en faisant ça, nous serons soulagés. Et on aura peut-être même le temps d'épargner. Parce qu'aujourd'hui, tu as et de construire l'avenir des enfants, des enfants, des générations futures. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup marqué, cette anecdote-là. D'accord. Et je trouve qu'on a plus à gagner, à retourner vers les populations concernées pour prendre les réels problèmes. Oui. Les sinon on va continuer à construire un projet qui n'a rien à voir ou qui n'a aucun impact sur la vie des gens. Quels sont tes projets futurs pour le Niger? Pour le Niger, c'est de me battre pour que le Niger redevienne un État au vrai sens du terme, un État souverain, un État qui se soucie plus de servir ses nationaux plutôt que de plaire à l'étranger. Un État qui aura la capacité de protéger et de défendre ses nationaux. Un État qui a la capacité
de réguler la vie de la société, de telle sorte que la société ne puisse pas basculer dans ce que tout le monde ne veut pas. Par exemple, la dépravation des mœurs. Il n'y a aucune politique pour arrêter ça. Les gens, ils regardent, tout va dans tous les sens. Et à la longue, c'est qu'on n'est pas en train de préparer un pays pour nos enfants. Un pays vivable pour nos enfants. Un pays avec des citoyens bien éduqués, en bonne santé, et qui soient amoureux véritablement de leur pays. Aujourd'hui, vous prenez même ceux de notre génération. Ils sont nombreux ceux qui aspirent à avoir un visa du Canada. Oui. Les gens veulent fuir, tu veux dire? Oui, veulent fuir le pays. Et heureusement que même parmi ceux qui fuient, il y a encore ceux qui aiment le pays, qui restent en contact avec le pays et qui, à partir de là où ils sont, cherchent à aider au moins ceux qui sont restés au pays. Mais l'impact est moindre quand c'est l'État lui-même qui s'occupe des choses. Dès qu'il y a un État viable, vivable, paisible, avec toutes les richesses qu'on a, il suffit juste d'avoir des hommes politiques qui ont une vision et qui ont surtout de l'ambition pour le pays. Dis-moi, quel conseil est-ce que tu donnerais à d'autres jeunes qui souhaiteraient s'impliquer dans des causes importantes mais qui ne savent pas forcément par où commencer? Je les conseille d'abord de s'assurer que les causes-là sont effectivement des causes nobles et qu'elles sont des causes communes. Après cette identification, il faut qu'elles se préparent mentalement, du point de vue moral aussi. Parce que ce n'est pas chose facile que de dédier sa vie à des causes. Surtout que souvent, très souvent, vous entendez qu'on dise que les Nigériens sont ceci, les gens ne sont pas ingrats, tu te bats pour eux. Non. Moi, je ne suis pas de cette approche-là et je les conseille de ne pas écouter ce genre de sirènes. Pourquoi? Parce qu'il faut plutôt voir les causes, l'importance des causes. Une fois atteintes ces causes-là, leur impact dans la vie future. L'impact des résultats Oui. sur les communautés, Sur dans les la vie communautés, future sur du le pays, sur la nation, pour les générations futures. Et donc, on ne doit pas écouter tous ces défaitistes, ces fatalistes qui estiment que non, il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. D'accord. Pour changer les choses. Et à ton avis, comment est-ce que les adultes peuvent mieux soutenir et encourager les jeunes activistes dans leur travail? Il faut que les gens évitent, en tout cas surtout les adultes, qu'ils évitent de se voir en compétition avec les jeunes. Ils valent plus que ça, ils valent mieux que ça. Ils connaissent mieux la route que nous, en termes d'expérience et tout. Et donc c'est de jouer déjà le rôle d'aîné. Et un rôle bienveillant. Et ce rôle bienveillant consiste à faire quoi? À encadrer, mais aussi à recadrer si nécessaire les jeunes que nous sommes. Mais vous savez, c'est une question aussi de point de vue et de positionnement. Quelqu'un, il est un aîné, mais il peut ne pas être modèle. S'il n'est pas modèle, nous, on n'a rien de lui. Parce que lui, là, il ne peut que nous égarer du droit chemin. Donc, nous, ce que nous attendons des aînés, en tout cas que nous considérons comme des modèles, que nous considérons comme des personnes qui ne sont pas corrompues, qui ont été sincères dans leur engagement, qui ont des idées et des grandes ambitions pour ce pays, c'est de se constituer en éclaireur pour nous qui sommes jeunes, qui venons de commencer. Ça va nous faire beaucoup gagner, et pour nous et pour eux, donc pour le pays. Parce qu'il ne faut pas que souvent quand ils voient dans nos discours notre fougue des jeunes, qu'on rejette en bloc, non. Nous sommes encore conscients qu'ils sont davantage utiles. Oui, parce que quelqu'un qui est... Et qu'ils ont quelque chose à vous apprendre. Qu'ils ont quelque chose de grand à nous apporter. Parce que nous avons l'énergie, nous avons la fougue, mais nous n'avons certainement pas leur intelligence. Oui. Et leur expérience. Et leur expérience. Nous pouvons peut-être compétir avec eux sur le plan de l'amour du pays. On peut aimer le pays peut-être plus qu'eux. Puisque nous, les défis que nous avons trouvés renforcent notre amour pour ce pays. Et ces défis-là sont cumulés. C'est les nôtres. Les potentialités aussi. Oui, et les potentialités. Les nôtres. Bon, côté potentialité, ils ont été peut-être moins avantagés que nous. Nous avons des potentialités. Mais malheureusement, nous,
et il nous dépasse en termes d'engagement avec conviction, d'engagement autour d'un idéal. Ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Notre génération elle est beaucoup plus d'abord distraite et souvent on est partisan du moindre effort. C'est chaud. Les là. gens, C'est chaud. ah, voilà, les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas scier. Ils ne font plus la distinction entre ce qui est par exemple licite ou ce qui ne l'est pas. Pour eux, la fin justifie les moyens. Or, la fin c'est pas toute fin qui doit justifier tout moyen. Avec tout ce que tu viens de dire là, est-ce qu'il est permis de rêver? Parce que on dirait que tout est noir là. Tout n'est pas noir parce que nous avons la matière pour changer les choses. Tout n'est pas noir. Donc, il C'est est comme permis de un rêver. maçon, Il est permis de rêver. en couleur même s'il le faut. C'est permis, c'est un droit. La vie ne sert à rien si elle s'est faite sans rêve. C'est comme un maçon. Oui, c'est comme un maçon. Aujourd'hui, tu as ta parcelle, tu lui donnes du ciment. C'est-à-dire que tu as ta parcelle, tu ne peux pas l'amener pour te dire de construire quelque chose. Tu lui donnes les matériaux, c'est ça, non? Et tu lui donnes le modèle que tu veux. Et nous, c'est ce que nous voulons que les gens comprennent. Le modèle, là, ça doit venir d'une vision partagée avec les populations. Parce que quand c'est partagé avec les populations vont se mobiliser comme des ouvriers Pour construire l'œuvre nationale. pour aider à la construction de l'œuvre nationale. Mais quand vous calquez, quand vous avez une vision totalement en déphasage avec ce que les gens attendent, ça ne marchera pas, ça ne mobilisera pas. Alors pour finir, quel serait ton message à tous les jeunes Nigériens qui t'écoutent aujourd'hui? À tous les jeunes Nigériens, à commencer par toi. Ok. Je nous invite tous à travailler dans nos sphères, mais aussi à intégrer nos sphères dans le cadre global. C'est-à-dire dans le cadre d'une construction intégrée, d'une vision du Niger que nous voulons. Quelqu'un d'autre, tu lui parles politique, il va te dire non, moi je suis dans le volontariat. Alors que même la politique, c'est du volontariat, en principe. Même si les gens en ont fait du commerce, c'est du volontariat. Quelqu'un d'autre, tu l'appelles pour non, moi je préfère faire sa liberté. J'espère que dans 10-15 ans, tu ne vas pas devenir commerçant aussi. Donc, dans ce cas, tu me retrouveras au grand marché et non pas dans un parti politique, tout naturellement. Ok. Chaque génération vient et elle trouve les problèmes de l'autre génération, elle ne les traite pas. Elle perd son temps à dire que c'est leur affaire, c'est eux qui ont créé le problème. Pendant ce temps, non seulement elle ne les résout pas, elle ne résout pas non plus les siens, et ainsi de suite. Dans son inaction-là, elle compromet aussi la génération qui va suivre. Et elle aussi, elle va venir. Si elle ne change pas de fusil d'épaule, elle va tomber dans le même piège. Et ça continue. Et ça continue, et ça devient un cercle vicieux. Et c'est de cela que nous devons sortir. Nous devons arrêter l'hémorragie, nous devons prendre une grande pause. Moi, je vois les choses comme étant une grande pause. On prend une grande pause pour savoir où on veut aller. Nassirou Bodo, merci beaucoup. Merci Slaman, merci à toi pour la parole donnée. Notre discussion d'aujourd'hui nous a rappelé que même en étant jeunes, nous avons le pouvoir de faire une différence significative et de contribuer à un Niger meilleur. Nous espérons que cette conversation vous a inspiré à vous engager et à agir pour les causes qui vous tiennent à cœur. Rappelez-vous, chaque petit geste compte et que nous avons tous un rôle à jouer pour créer un avenir plus juste et plus équitable. Merci encore à notre invité pour cette discussion inspirante et merci à vous qui nous avez écoutés. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour d'autres conversations passionnantes. Au revoir. Zantier Podcast. À la découverte de ceux qui font bouger le Niger. Zantier Podcast.